Alors j'ai pu réaliser que d'abord l'implication de l'association des malades du cancer, une chose formidable. Association de malades qui fait tout ce qu'elle peut pour aider les patients et améliorer le niveau de la prise en charge médicale. Et puis j'ai pu apprécier également la richesse des échanges que j'ai pu avoir avec les médecins tunisiens, mais aussi marocains, mais aussi algériens, mais aussi libyens qui étaient présents. Donc 2 journées très intenses, fournies de questions et d'échanges, un niveau qui est bon, un niveau d'ensemble qui est très bon d'un point de vue scientifique et médical. Mais bon, j'ai apporté là-dessus les récentes découvertes qu'on a faites depuis quelques années et qui, je pense, vont pouvoir profiter aux malades tunisiens et maghrébins. Que pensez-vous du niveau actuel en Tunisie par rapport à ce qui se passe en France, disons-le, de ce côté-ci de la rive de la Méditerranée par rapport à l'autre côté, à l'autre rive? Et bien entendu, la réponse était que si on ne fait pas un effort pour rattraper le train, on va rester sur le quai. Et donc, est-ce que vous pensez, vous avez des projets ou autres pour l'avenir, pour pouvoir faire un continuum? Et moi, je pense personnellement à la formation continue des médecins, des techniciens et de tout le staff médical et paramédical pour la prise en charge. Donc, est-ce qu'il va y avoir un continuum de ce genre de manifestation? Alors, je pense qu'il faut agir à plusieurs niveaux. Il faut agir au niveau local, de chaque hôpital. Et au niveau de chaque hôpital, il faudrait créer ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire, où en fait, ce n'est pas un médecin qui s'occupe d'un malade, mais c'est un groupe de médecins qui réunissent toutes les compétences nécessaires pour optimiser la prise en charge des malades. Donc ça, c'est au niveau de l'hôpital. Et puis au niveau du pays, il faut faire un réseau de centres dédiés aux pathologies, et notamment aux pathologies rares. Donc il faut que dans chaque grande ville de Tunisie, il y ait un centre de référence qui va prendre en charge ces cancers qui sont, heureusement, pas fréquents. Donc acquérir les compétences pour optimiser la prise en charge est une nécessité absolue. Et puis au 3e niveau, c'est la coopération internationale. Donc moi, je suis tout à fait prêt à aider les compétences locales, à condition que ces compétences locales s'organisent et puissent faire fructifier tout ce qu'on leur apporte. Donc il y a un problème d'implémentation des données qui viennent de l'extérieur. Et je pense que l'implémentation locale de ces données passe par la création d'un réseau de centres de compétences. Légalement, même par la loi, les médecins des différentes spécialités sont obligés de passer par un consensus ou par une concertation pluridisciplinaire. Pensez-vous que ce genre de choses puisse avoir lieu, bien que ce soit une nécessité? Une nécessité. Personnellement, je l'aperçois comme une nécessité. Il y a une nécessité scientifique et médicale qui était la base, en fait, du fonctionnement des centres de lutte contre le cancer en France. Donc, nécessité, c'était la routine depuis 50 ans, depuis 1945, dans le fonctionnement des centres de lutte contre le cancer. Mais pour exporter cette nécessité, il a fallu que la loi passe par là. Et donc rendre obligatoire la concertation pluridisciplinaire pour toute décision thérapeutique importante prise chez un malade atteint de cancer. Donc si on ne fait pas valiser les décisions thérapeutiques par une réunion de concertation pluridisciplinaire, on est hors de la loi, et si jamais on fait des fautes, on en est responsable. Donc je pense que la Tunisie et les autres pays du Maghreb gagneraient beaucoup à copier ce qui était fait en France, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Toute décision thérapeutique, notamment avec les médicaments qui coûtent cher, doit être avalisée par ces réunions de concertation pluridisciplinaire. La prescription hors AMM en France, de produits qui sont sur le marché mais sans AMM pour une indication donnée, peut se faire à condition qu'elle soit avalisée par une réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc là, c'est un blocage qui, en fait, oblige les gens à se réunir et discuter entre eux. Donc ça, il y a des moyens coercitifs qui doivent être utilisés, mais ce n'est pas de la coercition bête, c'est de la coercition pour le bien des malades et pour l'amélioration des pratiques médicales. Nous sommes sur les portes d'acquérir la technologie PET, donc le PET scan en anglais, comme on le dit. Pensez-vous que nos jeunes médecins en formation, qui se dédient à la médecine nucléaire, soient un jour ou l'autre obligés de se mettre à l'imagerie en groupe et à la radiologie? Et pensez-vous qu'il faut ouvrir aussi la porte aux radiologues?
Alors, le PET scan, l'utilisation du PET scan en oncologie est devenue une nécessité. Il n'y a pratiquement plus un malade qui atteint de cancer qui bénéficie un jour ou l'autre d'un PET scan, voire de plusieurs PET scans pendant son parcours de soins. Et donc, il faut des médecins pour interpréter ces PET scans, qui peuvent être des médecins nucléaires, qui doivent collaborer avec les imageurs, avec les radiologues, parce que interpréter un scanner, ça s'apprend, interpréter une image TEP, ça s'apprend, mais il faut interpréter les deux. Donc on peut très bien interpréter les deux à condition d'avoir la formation. Cette formation doit s'acquérir pendant les périodes de formation des jeunes médecins nucléaires, et en fait on transforme progressivement la spécialité radio médecine nucléaire en une spécialité d'imagerie qui va être soit plutôt orientée médecine nucléaire, soit plutôt orientée imagerie diagnostique, mais en fait on est plus que cousins, on est frères et sœurs.